Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup trop d'infos à connaître pour le bac de français, et c'est clairement impossible de tout apprendre par cœur. Après, si j'en crois Gargantua, apprendre par cœur c'est pas vraiment la meilleure option. L'important c'est de comprendre. Et ouais, on en apprend des trucs dans les bouquins. En tout cas, pas de panique, aujourd'hui on se prépare ensemble au bac de français, si ça tombe sur la littérature d'idées. Je te conseille de prendre une feuille, un stylo et de prendre des notes, ça sera plus facile pour retenir. Déjà, il faut bien comprendre ce que le correcteur attendra de toi si c'est cet objet d'étude qui tombe le jour de la dissertation. Et justement, dans littérature d'idées, il y a littérature et idées. Jusque-là, tu me suis. Tu vas voir, c'est hyper simple et une fois qu'on a compris ça, eh bien c'est plus facile de faire face à sa copie. En fait, la partie idées, ça fait vraiment référence à l'argumentaire de l'auteur ou de l'autrice. Quelles idées on veut nous transmettre au moment de lire le livre. Mais quand on parle de la partie littérature, on aborde plutôt la manière de nous transmettre les idées en question. En gros, la littérature d'idées, elle suppose d'attacher autant d'importance à la forme qu'au fond. Normalement, cette année, pour la littérature d'idées, ton prof a dû choisir de te faire étudier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Gargantua ou les caractères. Je vais te proposer des sujets pour chacune de ces œuvres, et ce que tu peux faire, c'est directement aller sur la partie de la vidéo qui t'intéresse. Par contre, je précise, ces plans sont donnés à titre d'exemple. Oui, tu peux réutiliser les différents axes, les différents argumentaires, mais ça sert à rien de les apprendre par cœur et de les recracher bêtement. Il faut absolument que tu les adaptes à ton sujet. Allez, on passe tout de suite à la première œuvre. J'ai nommé Gargantua de François Rabelais. Gargantua, c'est vraiment une révolution dans la littérature française. Enfin, les profs de français en sont fans, donc on peut qualifier ça de révolution. Le truc, c'est que c'est sorti en 1534. Donc directement, on pourrait se dire que c'est beaucoup trop vieux pour être étudié. Mais en fait, pas du tout. Il y a plein de notions super intéressantes. Ça a été écrit au début du XVIe siècle. À cette époque-là, il y a énormément de changements. Et c'est aussi la naissance du mouvement humaniste. Le but de l'humanisme, ça va être de réfléchir à plein de sujets qui concernent l'homme, mais en se détachant de la religion, qui était encore bien présente à cette époque. Et justement, Gargantua, ça a été l'occasion pour Rabelais de critiquer son époque. Mais en écrivant un roman un peu comique, avec des personnages hyper vulgaires, déjà le personnage principal dont le nom signifie gros mangeur. Ouais, c'est quand même assez dingue comme moyen de transmettre ses idées. Après, on est quand même dans le parcours rire et savoir pour le bac. C'est pas pour rien. Allez, on va essayer de faire un plan sur un premier sujet qui s'intitule « Si le rire rabelaisien peut se montrer constructif, n'est-il pas aussi destructeur ?» Ok, la bête de phrase. Mais en vrai, elle nous guide pas mal. En fait, il va d'abord falloir nous montrer que le comique dans Gargantua, il ne sert pas seulement à nous faire rire, mais il est également constructif, puisqu'il sert à nous faire penser. Et en même temps, c'est assez destructeur, parce que ça peut cacher des messages et c'est assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Bref, déjà, on peut faire toute une première partie qui s'appuierait sur la forme du livre et le projet humaniste qu'il présente. En fait, Rabelais cherche à nous faire penser en nous faisant rire. Et pour ça, il faut réussir à nous intéresser. C'est justement pour ça qu'il enchaîne les aventures du personnage principal et les situations souvent grotesques. Et là, on peut citer pas mal de chapitres. Ensuite, on peut poursuivre sur une deuxième partie pour vraiment développer ce projet humaniste au travers du rire. On peut parler de l'éducation humaniste de Ponocrate, de la conception de la guerre de Grand Gousier, ou encore de l'idéal religieux humaniste représenté par l'abbaye de Thélème. Et en dernière partie, on montre justement le rôle destructeur du rire. En fait, tous les ressorts comiques dans Gargantua sont une critique, à la fois de l'éducation scolastique, à la fois de la guerre picrocolline et à la fois de l'aspect complètement réglé de la religion. Ok, maintenant on peut voir un deuxième sujet. Je vous donne l'intitulé. En quoi le rire dans Gargantua participe-t-il au projet humaniste ? Pour répondre à ce sujet, il va vraiment falloir se concentrer sur l'usage du rire par Rabelais, pour imposer méthodiquement les modes de pensée humaniste. Ouais, il est vraiment malin Rabelais. Donc clairement, il faut qu'on le soit aussi. Et pour ça, on pourrait faire une première partie qui s'intitulerait « Le comique gargantuesque ». En fait, il faut un peu donner raison au sujet. On va prouver qu'il y a bien du rire. Et après, on montrera qu'il sert à quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire une première partie spécifique, ouvrir gargantuesque, entre toutes les aventures de Gargantua, humour, scatologie ou l'aspect grotesque des personnages. Grâce à ça, on peut dire dans une deuxième partie que le rire chez Rabelais permet de tourner en ridicule l'éducation qui est donnée à Gargantua, l'éducation scolastique. Et c'est justement tout le rôle du nouveau précepteur de Gargantua, Ponocrate, qui lui inculque une éducation humaniste. Et enfin, on va faire une troisième partie sur l'éloignement à la religion,
qui est un peu le but de l'humanisme à la base. En fait, il s'agit de trouver un nouveau regard. Et justement, Gargantua permet un peu de tourner en ridicule le fait que les messes soient tout le temps répétées, ou que les prières soient récitées par cœur, sans forcément qu'on les comprenne. Bon, maintenant, on va essayer de trouver des plans pertinents si ton œuvre, c'est les caractères de La Bruyère. Ok, alors, les caractères, c'est littéralement le seul livre écrit par Jean de La Bruyère. Après, il a tout arrêté. En même temps, je le comprends. Son livre est déjà assez long, il en avait des choses à dire quand il a publié en 1688. En fait, il avait carrément des trucs à régler, parce que son livre, c'est carrément une critique complète de la société du XVIIe siècle. Son but, c'est d'observer et de comprendre la société de son époque, et grâce à ça, de faire émerger une nouvelle morale. D'où le fait qu'on considère La Bruyère comme un écrivain moraliste, comme La Rochefoucauld par exemple. D'ailleurs, petite anecdote, en fait, en écrivant les caractères, La Bruyère, il a carrément repris l'idée d'un grec à l'époque, Théophraste, qui avait également écrit ses caractères, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et justement, le fait de reprendre ce qui se faisait dans l'Antiquité, c'est le cœur du mouvement qu'on appelle le classicisme. Bref, pour réfléchir à tout ça, je te propose un premier sujet. Dans quelle mesure la représentation de la société dans les caractères est-elle guidée par le souci d'être vraie ? L'idée de ce sujet, c'est de trouver l'équilibre entre les caricatures qui sont faites et le besoin de représenter une société vraie pour mieux la critiquer. Déjà, on peut commencer par une première partie, qui considère le livre comme une satire caricaturale. Le but de La Bruyère, c'est de se moquer de la société de son époque, pour la critiquer. Et pour faire cette satire, il exagère les caractères des personnages qu'il représente, et qu'on appelle les anti-héros, comme Théodecte. En faisant ça, il va donc s'éloigner de la réalité. Mais, quand on y pense, le fait de grossir les traits de cette réalité, ça permet de comprendre les problèmes qui la composent. Grâce à ça, La Bruyère critique l'hypocrisie, la superficialité et la vanité de l'homme. Comme avec le personnage de Pamphile par exemple. Il est tellement arrogant qu'il ne veut parler qu'aux gens de son rang. Et si on veut aller plus loin dans la réflexion, on se rend compte que dans la réalité qu'il décrit, le monde entier est comme un immense théâtre dans lequel tout le monde joue un rôle. Tout le monde ment pour paraître mieux qu'il n'est vraiment. Et ça résonne encore aujourd'hui. Et en deuxième sujet, on pourrait s'interroger sur la question dans les caractères. En quoi la personnification de certains traits de la société contribue-t-elle au projet moraliste de l'auteur ? Bon, là déjà, il faut au moins 1 minute pour comprendre la phrase. Encore, je suis gentille. Mais en gros, on nous demande en quoi le fait de mettre en scène des personnages particuliers contribue à la morale que veut faire passer l'auteur. On peut déjà commencer par le fait que, pour La Bruyère, le monde est un grand théâtre. C'est bien le Theatrum Mundi. En fait, il considère que tout le monde joue un rôle pour bien paraître en société. On en a parlé dans le plan précédent, donc je vais pas trop m'étaler et directement passer à la deuxième partie. On pourrait l'appeler une mise en scène un peu caricaturale. Un peu pour reprendre le champ lexical du théâtre, entre les parties, ça peut être un peu stylé pour ton correcteur. Bref, ce qu'on peut dire dans cette partie, c'est que La Bruyère crée des scénettes comiques, avec des personnages hyper caricaturaux, pour faire rire ses lecteurs. Et c'est justement cette mise en scène qui lui permet de faire ses portraits satiriques. Ce qui nous amène à notre troisième partie. Le comique au service de la satire. Et là, on montre qu'au final, la personnification de certains traits de la société servent au projet moraliste, justement parce qu'elle permet de faire la satire de ces traits toxiques, comme l'argent, le mensonge, l'hypocrisie, etc. Ok, maintenant, dernière œuvre à laquelle on va s'intéresser dans cette vidéo, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Alors, cette déclaration, elle date de la Révolution française, et plus précisément de 1791. Son objectif, c'est de revendiquer des droits identiques entre les hommes et les femmes. Pour faire simple, on est à l'époque des Lumières, et De Gouges veut faire sortir les femmes de l'ombre. D'où le fait que le programme pour le bac soit écrire et combattre pour l'égalité. Et pour ça, elle a littéralement repris la forme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour montrer de quelle manière les femmes ont été mises de côté en 1789. Et évidemment, elle a ajouté ses propositions féministes, ce qui donne tout l'intérêt au texte. Mais attention, enfant de la patrie, le jour de gloire n'est pas arrivé, puisqu'elle a fini guillotinée. Sur ce point, je te propose plutôt de nous pencher sur 2 sujets de disserte. Voici l'intitulé du premier. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est-elle seulement une dénonciation des inégalités entre les femmes et les hommes ? Alors, ce sujet est assez simple. Il nous demande en fait si Olympe de Gouges, elle a voulu juste dénoncer ce qui s'est passé, ou est-ce qu'elle a aussi apporté ses idées ? Allez, je te propose un plan en 3 parties.
Déjà, quand on parle d'égalité ou d'inégalité, il faut revenir au fondement, c'est-à-dire à la loi. Et pour ça, c'est tout simple pour De Gouges. Elle reprend littéralement la déclaration de 1789 et elle souligne les différences. Elle rajoute des articles ou les modifie. Donc là, tu peux en citer quelques-uns, comme l'article 6 ou l'article 10. Mais en même temps, elle va quand même plus loin que simplement souligner les inégalités. C'est pour ça qu'elle ne reprend pas que la déclaration, mais qu'il y a aussi d'autres parties plus politiques, comme le postambule, Femme, réveille-toi, ou encore le contrat social de l'homme et de la femme. Et en dernière partie, une fois qu'on a bien montré que l'autrice soulignait les inégalités et faisait de véritables propositions politiques, on peut montrer que la manière dont elle le fait est intelligente et réfléchie. Ce texte, c'est un véritable appel à l'action. Elle nous le dit clairement, femme, réveille-toi. Elle nous énumère toutes les inégalités une à une. En gros, elle nous appelle à la révolte. Mais bon, avant de partir en révolte, je te propose quand même qu'on voit le deuxième sujet, parce qu'il y a le bac quand même. Peut-on considérer qu'Olympe de Gouges a tenté d'ouvrir une nouvelle voie pour les femmes ? Pour ce sujet, on va surtout essayer de montrer si Olympe de Gouges s'inscrit dans une lignée d'écrits féministes, ou si au contraire son texte est révolutionnaire parce qu'il est nouveau. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Là, on peut commencer par le fait qu'elle n'écrit pas sur la femme, elle écrit sur les femmes. Et pour les femmes. Et ça, c'est essentiel. Tu peux par exemple parler de son manifeste politique, Femme, réveille-toi, ou le fait qu'elle mette en avant la diversité des situations des femmes dès le préambule. Une fois que tu as dit ça, tu peux plus concrètement te pencher sur le contenu, pour dire que justement, elle propose une vraie égalité entre les femmes et les hommes, et l'acquisition de nouveaux droits pour les femmes. Et enfin, si on veut relativiser tout ça, on peut dire que ce mouvement, elle ne le porte pas à elle seule. En fait, c'est tout le mouvement des Lumières qui s'attache à dénoncer l'asservissement des femmes. On peut penser à des textes de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ou même en allant plus loin, Molière, et sa fameuse pièce « L'école des femmes ». À ne pas confondre avec l'émission « L'école des fans », où il y a les enfants qui chantent. Voilà, j'espère t'avoir aidé à réviser efficacement la littérature d'idées. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pour réviser les autres objets d'études, je t'ai préparé des vidéos sur la poésie, le théâtre et le roman, donc tu peux aller les voir sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner et bien sûr, bonne révision.